Pas de souci, le principe, c'est de partager Christophe Beroy, Pierre-Antoine Landel et Emmanuel Baudinet pour échanger justement sur, un peu comme question de départ, finalement, est-ce que la transition écologique et solidaire peut se passer de la coopération et de la participation? Et quand elle ne s'en passe pas, qu'est-ce que ça peut transformer? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant justement à travailler, gratouiller, etc. Sachant que les autres parcours plus concrets qu'il va y avoir après cette conférence apéro, c'est 4 sujets qu'on a pris et qu'on a travaillé dans un collectif. Un qui est autour de la question de la redistribution des pouvoirs en question. Qu'est-ce que ça questionne par rapport à ça? Un deuxième parcours qui est autour des postures et l'actualisation des compétences professionnelles que ça amène. Une troisième question est sur déjà un retour d'expérience finalement, que retiendra l'histoire de ces projets coopératifs par rapport à la transition. Et un quatrième qui est sur les pratiques de coopération, qui sont ces pratiquants, quel type de pratiques finalement on commence à voir émerger. Donc ça, c'est dans les 12 rencontres qui vont arriver. Et là, on reste plus sur un échange sur le sujet et toutes les questions que ça peut poser. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le fil de conversation, c'est fait exprès. Et sinon, on va passer sur un temps d'échange et de réflexion partagé avec les intervenants. Première question, on a eu un petit échange juste avant où on a parlé de est-ce qu'il y a une nécessité de transformation et est-ce que dans la coopération, est-ce qu'il faut toujours de la coopération ou est-ce que parfois il faut s'en substituer parce que il n'y a pas forcément un sacrifice égal pour tous dans ce que sera le monde de demain. Qu'est-ce que ça vous inspire dans votre travail? Qu'est-ce que ça met en évidence comme question pour vous? Christophe, tu parlais de béquilles. Pourquoi tu parlais de béquilles, justement, quand tu parlais de coopération? Ouais, alors on change la règle du jeu, là, comme ça. Simplement, c'est quand j'essaye d'expliquer ce qu'est la transition pour moi, j'essaye d'être organique. Quoi. Je dis que la transition, c'est du mouvement, que une des conditions du mouvement, c'est le déséquilibre et que quand physiquement on commence à rater son coup, on essaye de rattraper quelqu'un à côté, de se béquiller. Quoi. Et que pour moi, la coopération et la transition, ça s'articule comme ça. C'est-à-dire que on est dans un moment particulier où penser qu'on ne va pas avoir à gérer du déséquilibre dans nos organisations, c'est à mon avis se mettre un peu le doigt dans l'œil. Et donc la coopération, pour moi, c'est ça. C'est de se dire à un moment particulier où on se met en mouvement, où on est collectivement en déséquilibre, hein, la question de la béquille, c'est simplement on s'appuie sur quelqu'un qui nous maintient debout et on continue d'avancer. Donc c'était un peu ça l'idée du béquillage, d'essayer de représenter ce que pour moi là, le lien entre transition et coopération, c'était voilà, c'était une approche un peu organique. Voilà. Alors après, dans nos discussions, ce qui était intéressant, parce que nous, ça fait 3 heures non, c'est pas vrai, ça fait pas 3 heures. Ça fait quelques dizaines de minutes qu'on est entre nous. Et c'est clair que tous les trois, entre Pierre-Antoine, Emmanuel et moi, on a des visions qui sont un peu différentes. Et par exemple, Pierre-Antoine, je t'en ai parlé avant qu'on lance le truc, c'est pour toi, tu as identifié quand même des éléments, je fais attention, pour une fois, j'ai pris des notes, et notamment la question de la délibération. Tu dis, voilà quelque part ce qu'on a besoin de retravailler, en tout cas un élément central de ta réflexion, c'est-à-dire en quoi la délibération permet quelque part de créer des consensus à faire. Et ça me semblait intéressant parce que c'est, y compris au sein de l'Institut, ces questions de la délibération, c'est un peu fondateur, quoi. Et si en plus on dit la délibération éclairée, c'est une décision collective avec une règle commune en connaissance de cause, on n'est pas complètement certain que par rapport à la question de la transition, ce soit quelque chose qui soit forcément facilitant. Et donc, Pierre-Antoine, à toi de jouer. Oui, je vais essayer de donner mon point de vue rapidement, mais ça pourra être l'occasion de donner à d'autres les moyens de s'exprimer. Moi, mon constat part du fait qu'on dit qu'on est en urgence de transition, tout le monde sait qu'il faut changer, et pourtant, rien ne change. Donc, il y a un blocage assez fondamental qui est en train de se passer, qui fait qu'il faut s'interroger sur les motifs des freins d'origine. Et c'est vrai que pour expliquer le contexte dans lequel on est actuellement, on peut dire qu'il y a une explosion des inégalités, quelque chose qui n'a jamais été vu à ce point-là. 2, une tendance des plus riches, des plus dotés, etc., y compris en capital culturel, à s'extraire de ces
inégalités pour fonder leur propre système de protection. Et 3, on est dans une crise très, très profonde de la délibération. C'est-à-dire qu'à quelque échelle qu'on soit, on peut constater qu'il y a une substitution du pouvoir délibératif par le pouvoir exécutif. Ça se voit au niveau national avec le poids du président de la République et du Conseil des ministres par rapport à l'Assemblée. Ça se voit au niveau régional, la région Rhône-Alpes étant pour ça probablement un modèle inimaginable dans lequel les décisions sont annoncées avant qu'elles soient à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ça se voit dans quasiment tous les conseils départementaux, dans toutes les municipalités, et encore pire, dans les intercommunalités, où la taille est telle que le débat est confisqué par une autre instance qui s'appelle le bureau. Mais toutes ces instances ont une caractéristique, c'est qu'elles sont quasiment secrètes. Il n'y a pas de délibération publique et contradictoire. Or, pour qu'il y ait délibération, on sait qu'il faut qu'il y ait au contraire un acte dans lequel on est capable de relier débat, décision et action. Le débat et la décision sont au service de l'action. Et c'est la qualité du débat, la qualité de la décision qui va permettre au final à la délibération d'être acceptée par tous, y compris par ceux qui ne sont pas d'accord. Et là, il y a quelque chose de très profond à travailler pour penser la transition. Penser la transition, c'est souvent, on le raisonne au niveau territorial, ça veut dire qu'on ne pense pas seulement aux éléments qui composent un territoire, par exemple, mais on pense aux relations qui se passent entre ces éléments. Et là, l'élément nouveau important, c'est la relation entre l'homme et la nature. Et le fait que la délibération doive intégrer ces éléments-là pour permettre le débat, mais aussi la décision en tenant compte de la nécessité absolue de préserver la ressource et l'action, ça permettrait de resituer le débat à son sens original. Alors reste posée la question de la coopération. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut relier délibération et coopération? Alors là, je propose à Emmanuel de voir comment est-ce que lui voit cette question-là à partir de son regard à lui. Pourquoi est-ce qu'on passerait de la délibération à la coopération? Merci, bonsoir à vous. En fait, ce à quoi je suis en train de réfléchir, c'est que je trouve que cet apéro sans apéro est un bon objet de réflexion. C'est-à-dire que je partageais tout à l'heure à Hélène à quel point j'étais mal à l'aise d'être un mec et de parler aujourd'hui sans que les femmes puissent poser de questions, etc., dans un temps hyper contraint et que ça me tord le ventre. Et en fait, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'en fait, je me pose la question, je pète le cadre tout seul et je mets en porte-à-faux Hélène qui m'a invité, qui a eu cette gentillesse, enfin, ce que je veux dire, c'est qui a porté de l'attention au travail qu'on peut faire de carrefour de savoir avec des personnes en situation de pauvreté. Enfin, on a notre propre action et du coup, c'est-à-dire que et dans ce cas-là, je brise quelque chose entre nous, enfin avec l'ICPC, tout ça, etc. Et j'ouvre un espace de justice ou est-ce que je reste à l'intérieur, mais du coup, je vis mal et on ne trouve pas de solution. Et en fait, je trouve que c'est exactement la même chose qui se passe avec la crise climatique ou avec la crise sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de trop abîmer la démocratie parce qu'on voit bien à quel point il y a des pouvoirs autoritaires qui sont en place, à quel point un certain nombre d'élus engagés localement sont bienveillants, enfin, découvrent en se présentant à des élections à quel point ils n'ont pas de pouvoir par rapport à un préfet, par rapport à des énormes enjeux économiques et tout ça. Et en même temps, si on ne le fait pas, on va crever, quoi. Enfin, c'est pas tellement grave qu'on meurt. De toute façon, on est tous appelés à mourir un jour, mais en tout cas, on peut y perdre quelque chose qui fait notre humanité. Et en fait, je trouve que la question, enfin, ce qu'on vit ce soir, est un peu une illustration de ça. Et comment est-ce qu'on vit avec ce dilemme? Moi, je disais que je me méfie un peu du terme coopération. J'ai l'impression que je vais jouer dans un jeu dans lequel on va être tous perdants. Que Gandhi prenait la non-coopération face aux Anglais parce qu'il y avait une situation, un rapport social de domination, de colonisation qui était insupportable. Et après, une fois qu'on est indépendant, on peut recoopérer. Mais tant qu'on est sous la domination, on ne peut pas le faire. Et je pense que cette question-là,
elle se pose à plein d'endroits, elle se pose dans les rapports qu'on peut avoir avec des personnes en situation de pauvreté, c'est là où je travaille, mais elle peut se poser aussi dans nos rapports à la forêt, elle peut se poser dans nos rapports entre hommes et femmes, et que la manière de transformer à un endroit ce rapport-là peut nous libérer à beaucoup d'autres. Voilà. Après, je pense qu'on peut le vivre assez différemment les uns des autres avec nos propres histoires, mais on est tous un peu confrontés à ce problème-là. En tout cas, moi, je m'y heurte encore une fois ce soir et ça peut être une occasion d'apprendre. Je te laisse la main. Je ne sais pas comment elle peut être. Je tends une joue, je donne une claque. Je réponds à un participant qui demande si la conférence est réservée qu'aux hommes. Pour lui dire que non, la conférence n'est pas réservée qu'aux hommes, mais effectivement, c'est des hommes qui sont sur la scène et on repose la question de comment partager la scène, sachant qu'on est sur c'est une hyperbole liée au fait que comme si la journée des femmes, c'était une journée et c'est pas la question de la femme, c'est pas en permanence. Donc, en fait, je pense l'idée n'est pas de rentrer dans ce débat-là parce qu'aujourd'hui, il y a un équilibre, il y a une parité, il y a, voilà, même s'il y a même sur l'ensemble de la rencontre, et je ne veux pas être dans la justification. Par contre, on est bien sur ce que tu disais, Manu, c'est-à-dire, ou peut-être plus, je vais rebondir sur Christophe, sur la question de la temporalité, puisque du coup, on est sur une scène pendant 1 heure. Est-ce que c'est ça qui va raconter l'histoire de ce qui va se passer pendant 14 rencontres de 14 heures et je pense que la question de la transition, Pierre-Antoine l'avait amené aussi, et je vous invite à dire qui vous êtes aussi dans vos échanges, se joue sur la question des échelles. Comment on maîtrise le temps, comment on joue avec le temps, comment on va… la coopération permet de ralentir le temps, même s'il faut aller vite, et du coup de prendre le temps de se connaître, ou la question des échelles de territoire, dont Pierre-Antoine a pu aussi introduire. Est-ce qu'on peut rebondir là-dessus ? Moi, je suis assez sensible à ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire que le monde n'est pas un monde de bisounours, quoi. C'est-à-dire que croire qu'on va pouvoir bousculer suffisamment fortement quelque part la marche du monde tel qu'il est aujourd'hui, simplement en étant des gentilles personnes qui décident de faire autrement dans leur cercle, un peu en archipel, quoi. C'est ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de démarches en archipel avec des gens qui essayent de bricoler d'autres façons de construire des communautés, des résiliences, etc. Mais globalement, en quoi ça emmerde quelque part le truc mainstream qui, en quoi décider d'arrêter de prendre l'avion, moi, perso, dans mon coin, ou de faire que du covoit, en quoi ça va empêcher l'État de filer 7,5 milliards à Air France pour qu'il continue de faire voler des uns qui servent pas à grand-chose. Donc, je veux dire, la question des rapports de force, quoi, la question de savoir si les modalités de décision collective produisent en gros des rapports de force de nature à changer les choses, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. J'ai probablement la même interrogation quand tu vois l'évolution des choses depuis 20 ans, tu as le droit de douter de certaines choses. Et puis, globalement, moi, ce qui m'a surpris, là, il y a un mec qui s'appelle Pierre-Henri Castel, là, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le mal qui vient. C'était pendant très longtemps, on est resté à dire que le problème, c'était un problème de prise de conscience individuelle et collective, c'était un problème de savoir que les gens ils prenaient les mauvaises décisions parce qu'ils n'étaient pas bien informés. Puis en fait, au bout d'un moment, on s'est quand même sorti un peu du dilemme. On a dit pas du tout. Le patron d'Exxon, il sait exactement ce qui va se passer. Il sait exactement, en gros, la trajectoire dans laquelle on est. Et il prend des décisions qui sont délétères pour l'intérêt collectif parce que c'est son intérêt privé, quoi. Hein. Et ça, je prends Exxon parce que c'est visible, mais on est beaucoup comme ça, quoi. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises de ces ordres-là, ce que Castel il appelle le mal qui vient, quoi. C'est-à-dire en gros, et sa conclusion, je vous invite, c'est un petit bouquin qui se lit bien, qui vous fout le moral en vrac dans le TGV, c'est 1 heure. Mais il conclut, on n'arrivera pas à passer à côté, entre guillemets, de l'affrontement entre guillemets, le mal et le bien. Hein. C'était un théologien, donc il a du mal à passer à côté. Et donc, moi, je suis assez sensible aux arguments de comment on pète le cadre. Voilà. Mais dans le même temps, je me dis toujours, partout où on peut tenter de faire les choses autrement, c'est probablement aussi une façon de faire du pilote démocratique, c'est de démontrer, nous, ça fait 20 ans que dans la SCOP, on essaye de faire ça, on sait bien qu'on ne va pas changer le monde. Mais simplement, par moment, par endroit, on peut se dire, tiens, on a essayé ça. Et ça produit de la bienveillance, du collectif, de la décision, et ça vaut le coup de tenter le coup. Et je pense que
il faut pas avoir d'illusions sur le monde dans lequel on est. Ça veut dire qu'il faut rester très prudent sur les lendemains qui chantent simplement parce qu'on va faire autrement, etc. Il y a des intérêts massifs et que cela, on va avoir du mal à les faire bouger simplement avec une proposition quelque part de faire autrement, quoi. Et la coopération, elle fait partie de ces faire autrement. À mon avis, elle a des vertus qui lui sont propres, qui peuvent être très puissantes, hein. On disait, là, pour lancer un petit peu la rugosité dans nos débats, que moi, je fais une différence très nette entre solidarité et coopération, par exemple. Je dis, voilà, ça fait des années qu'on est on plaide la solidarité dans notre organisation sociale, même si on n'arrive pas à la faire, mais en tout cas, c'est un leitmotiv assez puissant de nos organisations. Ils disent qu'il faut être solidaire, quoi. Mais le problème, c'est que tu es solidaire avec ton pareil, dans les entre-soi, quoi. Alors que la coopération, c'est une vertu. C'est un peu la coopération, c'est le foot, quoi. Tu es capable d'avoir. Au foot, tu n'es pas solidaire, tu coopères dans l'équipe. L'intérêt de la coopération, c'est que ça pète les entre-soi. Tu peux imaginer coopérer avec des différents. Et que ça, par rapport au chemin qu'on a à faire, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on garde en tête. Donc, le fait de péter le cadre, à mon avis, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir quelque part en souterrain, qu'on ne doit jamais oublier, que ça induit la question des rapports de force, et que sans rapport de force, moi, j'ai absolument aucun doute que ceux qui tiennent quelque part les vrais émetteurs, hein, les vrais émetteurs de CO2 qui nous pourrissent la vie d'une façon brutale, ils savent très bien où ils nous emmènent, mais c'est des choix délibérés. Et que là, pour le coup, ce n'est pas des invités à coopérer sur la scène internationale ou coopérer dans le champ de l'organisation économique et sociale qui va changer quoi que ce soit. Il y a bien un moment où il va falloir faire ce qu'on appelle dans les débats publics, vous le savez bien, une espèce de reddition des comptes qui va permettre peut-être de faire bouger le mur, comme dit Bourg. Donc voilà, c'était pour dire que ce que dit Emmanuel en dehors de son malaise par rapport au 8 mars et au fait qu'on ait que des gars à causer, moi, je suis sensible à ça. Hein. C'est comment on arrive à tenir les deux bouts, à proposer des systèmes qui permettent des constructions peut-être plus intelligentes, ou en tout cas de faire bouger les curseurs d'une façon différente. C'est ce que dit Sénète, un mec que j'aime bien, qui est dans le faire, quoi, dans l'intelligence de la main, un sociologue un peu bizarre, qui dit voilà, il faut qu'on arrive à inventer le passage de l'orchestre symphonique à l'orchestre de jazz, quoi, et que la coopération s'inscrit plein pot dans ce changement de façon de faire. On dit, voilà, il faut inventer des systèmes qui sont inclusifs, où chacun peut venir contribuer à hauteur de ce qu'il sait faire, simplement pour se faire une musique collective qui est un peu jolie. Merci. Il y a eu une question sur, tu as introduit vraiment effectivement la définition de la coopération, au sens effectivement aussi de Sénète. Il y a un joli bouquin là-dessus sur coopérer ensemble. Pierre-Antoine, sur l'aspect peut-être, Christophe, du coup, tu viens du monde plus de la médiation ou du débat, et Pierre-Antoine du développement local, des ingénieries territoriales. Est-ce que du coup, ça se pose de la même manière, la coopération sur tenir un petit peu les deux bouts entre faire péter le cadre, mais expérimenter et faire vivre des choses très concrètes en permettant… C'est vrai que moi, je travaille plutôt sur les développements territoriaux, et puis mes terrains privilégiés, c'était la montagne. Mais c'est vrai que ça m'a permis, peut-être comme Christophe, de trouver une excellente métaphore de la transition. C'est le passage d'un col. Et quand on passe un col, on sait qu'il faut absolument le passer, c'est obligatoire, mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et je crois que c'est exactement la situation dans laquelle on est, dans laquelle on part d'une situation extrêmement stable, puissante, avec 4 mots qui étaient simples, hein, c'était compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Sur les 4 mots qui ont été utilisés pour toutes les lois de réorganisation des territoires ces dernières années. Avec ça, on est bien. Et donc, une fois qu'on est installé là-dedans, il s'agit de s'en extraire. Et ce qu'on nous dit, c'est éventuellement d'autres mots sans qu'on ne soit du tout sûr. Hein. Ça serait coopération, éventuellement autonomie, pourquoi pas ruralité, et pourquoi pas, par exemple, engagement. Mais ça donne care, et on sait toutes les précautions avec lesquelles il faut employer ce terme, en particulier quand on parle de solidarité. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur la question des innovations sociales en montagne et de rapport avec les territoires.
et on a mis en place une base de données qui est d'ailleurs participative, qui s'appelle Transformons. Si ça vous intéresse, vous verrez 260 initiatives en montagne. Et on s'intéresse aux relations entre l'innovation sociale et les territoires. Et on trouve tout un tas de postures possibles. Il y a celle de l'ignorance, qui est très, très connue, de la récupération, celle du moins connu décalage alternatif. C'est-à-dire que pour éviter d'être récupérés, les innovants, ils sont encore plus innovants. Mais on trouve aussi d'autres formes dans lesquelles il y a une espèce de fécondation, une hybridation. Et ça se trouve, encore une fois, dans des réalisations très concrètes. Je pense, par exemple, au développement de l'agroécologie dans le Diois, là, où il y a eu vraiment une mobilisation très forte des savoir-faire locaux à partir des plantes aromatiques pour accompagner toute une transition vers de nouvelles modes de production biologiques sans produits phytosanitaires, et qui a quand même porté ses fruits puisque c'est devenu une des premières zones en agroécologie en France. Mais ça pose la question de l'hybridation entre des systèmes et du changement de valeur, et donc de la qualité des relations qu'il y a entre les différentes instances. Et là, dans le cas présent, des porteurs d'innovation sociale avec des statuts extrêmement différents, et puis éventuellement des collectivités territoriales, de ceux qui portent les territoires. Et là, ça pose la question de ce qu'on appelle la qualité des relations. Et moi, pour ce qui me concerne, j'ai trouvé quand même une réponse très forte dans les ouvrages de Rosan Vallon sur Soyons tous des égaux, et en particulier 3 termes importants. Un, la reconnaissance des singularités. On reconnaît les singularités des autres, y compris de ceux qui sont les plus éloignés. Deuxièmement, la recherche des réciprocités. Les réciprocités qui ne soient pas que monétaires, qui soient aussi, mais justement dans le domaine des connaissances, le bricolage, les savoir-faire, c'est quelque chose de très important. Et puis, le 3e terme, et ça revient au point de départ, c'est la recherche de la communalité, c'est-à-dire la recherche de lieux de délibération qui soient systématiques. Dès qu'il y a conflit, etc., on se met en posture de délibération, c'est-à-dire de débattre, mais aussi décider en lien avec l'action. Le débat n'est jamais indépendant de l'action. Merci. On voit qu'on n'a pas forcément abordé la question du pratiquant de ces coopérations, ou Pierre-Antoine, tu mets un petit peu en évidence qu'on on va dire dans le spectre de l'institution jusqu'à l'habitant, ou le gros mot du bénéficiaire, la coopération fait éclater tout ça. Est-ce que Manu, sur l'entrée un petit peu plus peut-être on va dire de l'animation communautaire, on peut voir des choses dans la transition écologique et solidaire qui émanent du terrain, qui émanent des acteurs eux-mêmes, qui sont assez intéressantes pour voir est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se transforme? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a toujours eu de la création. Enfin, il y a toujours eu des forces vives dans la population, des gens qui essayent dans des associations, dans des entreprises, dans des collectivités. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, en fait. Ça, ma réponse. Il y a des gens qui cherchent, on en fait partie, et notamment à essayer de faire émerger des savoirs issus d'expériences dominées. Ça peut être de l'expérience de jeunes migrants, ça peut être l'expérience de... Est-ce que tu peux dire quel est ton travail, peut-être, pour resituer? On appelle ça de l'artisanat de justice sociale. Parce qu'on pense que la justice sociale ne peut pas être industrialisée, et qu'on reste des formes d'artisans avec des savoir-faire pour peut-être, comme disait Pierre-Antoine, arriver à mailler, à tricoter, prendre une métaphore que j'aime bien, la singularité et l'égalité. Mais ça demande en fait d'animer des collectifs dans lesquels des personnes qui d'habitude ne se sentent pas légitimes arrivent à construire du savoir et pas uniquement à témoigner.
Donc, on fait ça dans une association qui s'appelle Equitas. Ça vient de Aequitas, la justice sociale, et pas équité, l'équitation, quoi, avec un Z à la fin. Mais la question qui se pose, c'est des débouchés de ces initiatives-là, des débouchés institutionnels. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Il ne s'agit pas uniquement de réussir à délibérer avec des personnes ordinaires, et c'est magnifique de le montrer à un niveau national, alors que tant de gens l'ont fait à un niveau local, comme nous, sur des sujets comme la protection sociale. Mais il s'agit aussi d'obtenir des débouchés politiques. Et là-dessus, c'est là où je pense que se pose la question du cadre dans lequel on joue et du niveau de coopération qu'on accepte. Il n'y a pas que la coopération. On doit toujours jouer avec plusieurs instruments de musique si on reste dans la métaphore musicale. Et il faut aussi qu'on puisse jouer du conflit ou de la non-coopération. Il faut aussi qu'on puisse refuser certaines règles du jeu. Et je ne veux pas par là appeler un boycott des élections, c'est plutôt de se dire où est-ce qu'on arrive à être dans des instances et hors des instances. Comment est-ce qu'on arrive à être dans des lieux de pouvoir aussi qui ne sont pas ceux dans lesquels on est invité d'habitude. Je suis très étonné du rôle des préfets, par exemple, de laisser des personnes qui ne sont pas élues décider d'énormément d'arbitrage, que ce soit pour la pollution, pour énormément de décisions qui ont de l'impact sur nos vies quotidiennes. Et donc, pour donner un tout petit exemple, en Grèce, c'est des commissions qui acceptent ou refusent le statut de réfugié dans lequel il y a 2 juges et une ONG. Les ONG s'appuient sur l'expérience des migrants. Et donc là, on a à la fois de la participation, mais aussi un débouché institutionnel. Aujourd'hui, en fait, c'est un arbitrage en France des préfectures toutes seules. Et ça a des conséquences de vie et de mort sur des personnes. Donc en fait, comment est-ce que je pense qu'on maille transition en termes de justice sociale, en termes d'écologie et en termes de démocratie ensemble. Là-dessus, je pense qu'il faut absolument expérimenter, mais aussi institutionnaliser. On ne peut pas faire cohabiter des systèmes aussi différents les uns des autres. C'est-à-dire que la transformation, il y a des questions aussi là dans le fil sur est-ce que la transformation et la coopération, elles se passent que dans l'action et pas justement dans ce que tu mets en évidence, le système politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, dans Pierre-Antoine, dans ce que vous étudiez, est-ce que justement vous faites un lien entre ces espaces-là ou pas? Entre le faire et la décision? Oui, je vois, il y a une question qui vient de partir. Là. Au final, l'enjeu, c'est qui décide in fine. C'est vrai que c'est très important, ça. Et donc, c'est toute la question qu'il y a autour de la marge de manœuvre. Est-ce qu'on peut retrouver de la marge de manœuvre? Et ça veut dire de la marge de décision. Et moi, ce que je constate, c'est que quand même, le contexte dans lequel on est extrêmement lourd, puisqu'on est on est devenus des espèces de réceptacles de normes qui viennent de l'extérieur, hein, de différentes échelles, l'échelle de l'Union européenne, de l'État, de la région, du département, etc. Et en plus avec la spécificité de l'État qui est située à différents niveaux. Mais ces normes, elles ont aussi une caractéristique, c'est qu'elles ne sont pas coordonnées entre elles. À la limite, comme on est dans un contexte où il y a une compétition entre les institutions territoriales, chacune décrète son propre système de normes pour exister. Et pourtant, il y en a qui s'en tirent. Il y en a qui arrivent à exister et à produire leur propre système de normes. Alors, je l'ai étudié un peu dans le domaine de l'énergie et le meilleur exemple, je ne l'ai pas trouvé en France, je l'ai trouvé en Allemagne, avec une communauté qui s'appelle Schönau, dans laquelle ils ont mis en place un référendum local après Fukushima pour changer de modèle énergétique et passer à des systèmes de production d'énergie alternative. Et petit à petit, ils ont créé de la marge de manœuvre, ils ont créé de la connaissance. Hein. L'autonomie, ça se gère à 3 échelles, à mon avis. C'est la capacité qu'on a à créer son propre système de connaissances. Il y a bien sûr l'autonomie des ressources, et en particulier l'autonomie financière. Et puis, il y a aussi l'autonomie organisationnelle, la capacité qu'on a à se créer son propre système de règles. Mais dans le cas présent,
ce qu'on voit arriver, c'est une situation assez inédite dans laquelle le projet a une telle qualité, a une telle force qu'il arrive à s'imposer à l'extérieur. Et les partenaires extérieurs changent leur système de normes pour accompagner l'existant quand ils l'accompagnent. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de vraiment culturel qui se passe, en sens où les acteurs deviennent le sujet de leur projet, quoi, et ont capacité à transformer une partie des règles auxquelles ils sont soumis pour arriver à à affirmer leur propre projet. Je crois que c'est des situations dans lesquelles il faut bien travailler. Moi, c'est vrai que je pense qu'il faut bien regarder, par exemple, ce qui se passe de côté des SCIC actuellement, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bon, j'en observe quelques-unes et dans lesquelles, quand même, il y a cet essai de retrouver de la marge de manœuvre pour arriver à imposer son propre système de règles. Et si je peux me permettre, comment tu expliques la qualité du travail de la Convention citoyenne pour le climat n'ait pas été reconnue, n'ait pas d'effet sur le système politique de la Ve République? Oui, alors moi, il faut se méfier de moi, parce que d'abord, je dis que cette Convention citoyenne, c'est quand même quelque part une très grosse réussite. C'est la première fois qu'on a réussi à montrer qu'un système de tirage au sort permet de la délibération de qualité pour arriver au final à des propositions qui sont partagées quand même par une majorité et proposées à un exécutif pour une mise en œuvre. Et donc pour moi, je ne critique pas, à mon avis, je pense qu'il faut distinguer la critique de la Convention citoyenne de la critique du pouvoir dans lequel on est actuellement, qui reste extrêmement vertical et complètement engoncé dans son système de valeurs, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, dont je me permets de dire que ça donne le terme de CAM. Hein, c'est-à-dire qu'on est camé à la CAM quand même. Et ça, c'est pas moi, c'est deux chercheurs, Grossetti et Boubalouga de Poitiers qui l'ont sorti. Et je pense que c'est une très bonne vue. Et c'est-à-dire que là, quand même, moi, je pense qu'il est important de dire que cette convention n'est pas un échec. C'est la première fois qu'un tirage au sort donne un résultat. Paraît-il que quand même dans ce tirage au sort, il y avait un critère extrêmement intéressant. Il y avait 24% de non-bacheliers, ce qui correspond à peu près au taux national actuel. Et ça, je pense que ce sont des résultats importants. Après, il y a tout le passage avec le système de pouvoir actuel qui ne fonctionne pas, mais je pense que ce n'est pas du fait de la Convention. Ça, c'est vraiment ce modèle de valeur dans lequel on est, dans lequel tant qu'on n'a pas transformé ces valeurs, il n'y aura pas de changement notable possible. Ouais. Juste par rapport à ça, moi je suis assez d'accord avec toi, Pierre-Antoine, il ne faut pas mélanger en gros le processus interne, si tu veux, de la Convention avec les effets que ça a produit au réel. Mais dans le même temps, comme dit l'autre, j'entends Emmanuel, c'est-à-dire que quel est le sens que tu peux donner à un dispositif démocratique qui ne produit pas d'effet sur la communauté? Donc tu as cette tension-là, même si tu mets chacun de son côté pour pas mélanger. Le problème, c'est surtout quelque part la trahison des engagements qu'aujourd'hui on sent tous sans filtre, etc. etc. C'est surtout, nous on en fait des conférences de citoyens depuis une vingtaine d'années et on sait bien que la question du mandat, quelque part, qui est le mandat initial, c'est bien cette espèce d'engagement, le mandat politique donné à des citoyens de répondre au nom de la communauté à une question posée avec les engagements de prise en compte, c'est ce qui tient le système démocratique. Donc la faiblesse, elle est là. Ce qu'on voit, si tu veux, ce que tu décris comme effet, quelque part, d'intelligence produit par la Convention, en fait, c'est ce qu'on voit dans tout ce qu'on organise à l'échelle d'une tribu, Moi, j'aime bien parler de la question de la tribu, C'est-à-dire que quand tu es dans un périmètre relativement restreint de 50, 100 et même 100, à mon avis, ça présente peu d'intérêt. Mais bref, quand tu outilles une communauté, que tu lui donnes le temps de s'emparer d'une question, de monter en connaissance, en avis contradictoires, etc., tu produis forcément une intelligence particulière. Et ça, la conférence fait cette démonstration-là, comme tous les dispositifs de mini-public que tu peux imaginer. Pour autant, la difficulté, c'est comment tu passes quelque part de ce stade tribal à un stade général. Et donc, je ne suis pas complètement certain, alors je ne sais pas, je vais peut-être me faire taper dessus si tu veux, mais
nous, quand même, si tu veux, ce qu'on voit, c'est l'état de déliquescence très, très puissant sur la question environnementale. Et je pense que si on était attentif, on pourrait tenir exactement la même question sur la déliquescence sociale. Mais on n'a pas le même regard aiguisé là-dessus. En tout cas, ce qu'on se dit sur la question environnementale, c'est qu'on n'a pas pu en arriver là sans quelque part un acquiescement collectif, une complicité collective, si tu veux, à laisser faire les choses. Moi, je bosse en Bretagne, vous êtes loin de la Bretagne, mais en Bretagne, si tu veux, le lien entre la dégradation environnementale, la qualité de l'eau et la question agroalimentaire qui fait vivre, si tu veux, le territoire, si tu veux, ça n'a pas été construit par des multinationales externes. Ça a été construit par des systèmes de coopération, des coopératives propres bretonnes, si tu veux, comme un modèle de développement breton. Et ce que je veux dire, c'est que tu as quand même, y compris dans les démarches de réflexion collective, ne jamais complètement botter en touche, si tu veux, la question de la somme des intérêts particuliers qui constituent ton territoire. Et moi, pour moi, si c'était aujourd'hui aussi tranché, si tu veux, dans les questions collectives sur des nécessités de bascule de modèles, etc., je pense que ce serait fait, ou en tout cas, ce serait plus facile à faire. Je pense que on a fait, tu sais, c'est les bons vieux principes entre information, du moins sensibilisation, information, conviction, quoi. Moi, j'ai des potes théologiens, ils me disent ce qui permet de passer à l'action, c'est la foi. Vous dites, ouais, ok, c'est la conviction, c'est déjà pas mal. Mais en gros, on est à un moment particulier, on n'a peut-être pas encore suffisamment collectivement la conviction qu'il faut y aller pour pas avoir toujours des blocs de réticence sociaux qui nous empêchent, je pense, d'avoir des décisions radicales. Et moi, j'essaye toujours de faire la part des choses entre. On est tous dans des environnements qui nous sont propres, quoi, hein. En gros, nous, nos interfaces sociales, c'est des gens qui sont mobilisés sur les questions démocratiques, sur les questions du changement, sur les questions environnementales, de transition, etc. C'est en gros le prisme dans lequel nous, on voit les choses. Mais objectivement, quand on fait une conférence de citoyens et qu'on est là sur du tirage au sort, si tu veux, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément partagé par la majorité. Moi, je vois ça comme ça, sur les questions de mobilité, sur les questions environnementales. On n'est pas encore à un moment, probablement, un point de bascule sociétal, si tu veux, qui fait que tout le monde est prêt à plonger, quoi. Derrière la question de la transition, la question notamment climatique, elle impose, y compris pour des gens qui se considèrent comme des gens qui sont, en gros, classe moyenne, à la limite du déclassement, y compris pour eux. C'est des sacrifices, si tu veux, en termes de qualité de vie qui ne sont pas négligeables. Et donc, je pense qu'on n'est pas complètement encore… En tout cas, c'est un point d'interrogation que nous, on a. C'est de se dire, après tout, est-ce qu'on pourrait fondamentalement en être arrivé là sans avoir une espèce d'acquiescement collectif à cette lente dérive environnementale qu'on a vu émerger depuis 20 ans. Nous, les premières fois où on a bataillé sur la question climatique, c'était avant les années 2000, y compris dans l'espace public, y compris en se couchant devant les bulles, etc. etc. Et voilà, et je ne suis pas complètement certain quand on voit les réticences au changement, je ne suis pas complètement certain qu'on soit tout proche, si tu veux, du saut, là, de l'autre côté du col, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que quand Manu dit péter le cadre, ça veut dire qu'il y a bien un moment, quelque part, il faut qu'il y ait des gens qui pètent le cadre, qui pètent le cadre pour éviter, si tu veux, d'avoir cette plan de construction d'une conscience commune et d'un consensus commun, parce qu'on n'a probablement pas le temps. Ben bon. Non, mais moi, je pense que tu as totalement raison. Et là où je suis quand même, je pense, être très réaliste, c'est qu'en face de ces coopérateurs ou de ces citoyens etc., qui ont délibéré, hein, parce que auparavant, ils étaient juxtaposés, ces citoyens, quand même. Ils étaient amenés à travailler ensemble et à comprendre ensemble et à analyser ensemble et à rédiger ensemble. Il y a quand même tout un processus de construction qui est vraiment intéressant à étudier. Mais en face, il y a des lobbies. Et ces lobbies, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont en meute. Ils sont souvent sous la puissance d'un chef et ils ont une puissance de feu qui est assez redoutable. Et ils sont capables de tuer littéralement. Et ça, c'est quelque chose, une réalité dans laquelle on est, y compris au niveau des territoires. Mais là encore, moi, j'observe un peu ce qui se passe en Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai observé souvent, j'ai connu un certain nombre de luttes, de bagarres, etc. Et actuellement, ce qu'on voit arriver, c'est quand même une presse renouvelée avec un système de médias participatifs, si j'ai bien compris, avec une journaliste qui fait des reportages
et qui, justement, se met dans la posture de décomposer, d'analyser, de comprendre et de dénoncer les lobbies. Et là, je pense qu'on est dans une posture complètement nouvelle et que ça peut changer aussi les termes du débat. Parce que le conflit, il ne faut surtout pas le nier, il est partout, le conflit. Mais le problème, c'est en face de ça, de mettre en place des armes de compréhension. Et que ça, c'est, à mon avis, le levier essentiel de ce qu'on peut appeler l'intelligence collective. Encore une fois, je reconnais avec beaucoup de naïveté, hein, c'est le fait de se mettre en posture de comprendre, mais comprendre ensemble. On retrouve dans ce que vous avez fait référence à Sénète tout à l'heure avec la théorie musicale, en disant attention, il n'y a pas une forme de coopération, mais en fait, là, on interroge la relation entre coopération et compétition et que du coup, il y a un spectre dans tout ça qui peut aller de l'altruisme jusqu'à une coopération où au final, la compétition prend complètement le dessus et il y a un acteur qui rafle tout sur les autres. Donc, je pense que cette notion de dire que on a perçu plusieurs sujets effectivement dans la relation avec la décision, le rapport aux outils. On n'est pas forcément allé un peu plus sur qui anime ces outils aussi et d'où vient la commande. Ça peut être aussi intéressant. Mais on voit aussi la pluralité, le spectre qu'il y a derrière coopération et compétition et que derrière, suivant si on prend l'aspect transition, c'est-à-dire comment on va s'adapter au changement ou si on prend l'aspect changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on subit, on va toucher des aspects différents de ce spectre entre coopération et compétition. Je pense que c'est intéressant aussi dans les discussions là qu'il y a eu de revenir un petit peu sur l'aspect action, coopérateur et décideur, si ça vous va, et peut-être faire un petit zoom sur les pratiquants un petit peu au milieu, donc ceux qui peuvent animer ces outils-là. Et quels peuvent être leur rôle à jouer, puisque chacun de votre côté, tous les trois, vous intervenez finalement d'une certaine manière dans tout ce système-là, avec un rôle à jouer un peu différemment. Et du coup, comment vous positionnez dans votre posture professionnelle aussi, dans ce qui va se jouer demain, quelle va être votre place dans tout ce système-là, qu'est-ce qui vous paraît important et qu'est-ce que vous tenez à dire, un petit peu aussi le dernier mot, hein, on n'est pas loin de la fin, mais qu'est-ce que vous voulez mettre un petit peu sur la table avant de partir, avant de revenir justement à ouvrir la table à manger, puisqu'à 19h, on mange. Il y a la question de l'articulation entre nos inventions locales et les institutions. Et je pense qu'on peut peut-être inventer des conventions citoyennes 2.0 dans lesquelles les institutions sont plus incluses. Je pense que si la convention citoyenne avait été une forme de convention nationale dans laquelle il y aurait eu des députés, des sénateurs, du coup, ça aurait été plus difficile de déjuger la convention, par exemple. Je ne dis pas que tout était acheté, je pense que c'était très bien d'expérimenter, je suis toujours de ce côté-là. Mais il faut regarder aussi la réalité des changements nécessaires pour que nos enfants vivent dans des conditions qui ne soient pas trop apocalyptiques. Sur la question aussi du 7%, moi, j'y crois pas trop. En fait, c'est un chiffre oui, qui existe, qui circule dans la sociologie, mais je pense que c'est comme si on était des individus égaux. Or, le président d'AXA ou de Total ou de la Société Générale qui émettent plus de CO2 que l'État français, en son entier, ne sont pas égaux et ne font pas partie des mêmes 7% que moi ou l'un de vous. Quoi. On n'est pas exactement aux mêmes endroits. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à délibérer à ces endroits-là. Et je ne veux pas faire populisme vis-à-vis de ça. Enfin, on n'est pas tous dans le même panier. Il n'y a pas tout le monde... comment dire, c'est pas il y a des bons et des méchants, c'est plutôt qu'il y a des formes de responsabilité où si on était à cette place-là, qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte le cadre qui nous contraint? On en fait partie. Moi, je ne vais pas discuter ce que fait un copain avec mon banquier pour lui dire qu'est-ce qu'il fait pour diminuer les émissions, mais si on le faisait tous, c'est sûr que ça aurait un effet. Mais il faudrait le faire tous sur une banque, quoi. C'est-à-dire que tous, chacun dans notre coin, et qu'il y ait un de temps en temps qui va dans une de ces banques
ça a zéro effet. Et en fait, ce qu'on essaye de faire dans Equitas, c'est de concentrer nos énergies sur des petits objets comme cela. Et donc, le dernier qu'on a ciblé, plutôt que de se battre pour un revenu garanti, etc., c'est la question des sanctions contre les allocataires du RSA. C'est tout petit, en fait, mais s'il n'y a plus de sanctions quand les gens ne viennent pas à un rendez-vous, puisqu'on coupe, je ne sais pas si vous êtes au courant, de moitié, de 80%, parfois de 100%. Il y a eu un article dans Le Monde suite à notre rapport, on coupe les allocations des gens parce qu'ils ne sont pas venus à un rendez-vous, qu'ils n'ont pas répondu à un mail. Et ben, de fait, on le rend garanti. Donc là, en fait, on a un petit endroit de transformation qui a des effets majeurs. Il faut trouver ces petits endroits de transformation avec les gens. C'est eux qui le vivent. Donc c'est comme ça qu'on essaye de faire, c'est d'être beaucoup à l'écoute, de manière individuelle, d'animer de la délibération collective entre les personnes, puis une enquête avec des institutions qui font partie aussi du problème, comme nous, qui le vivent aussi. Et souvent, les agents ne sont pas forcément en accord avec des lois qui ne prennent pas, etc. Et puis après, on remonte comme ça par cercle concentrique, avec une vision très large et très inclusive, si possible. Tu as répondu à ma question. Merci. Pierre-Antoine, Christophe, comment vous… Moi, je veux bien dire un petit mot. Il y a une question quand même qui vient de sortir, c'est entre initiative citoyenne et action publique, quel enjeu pour la transition? Moi, personnellement, dans quelques semaines, je suis à la retraite, donc je change complètement de posture, etc. Et je m'interroge toujours pour savoir ce que je vais faire. Et je pense que je vais essayer d'approfondir cette question de la rencontre entre ces deux mondes, plutôt que, c'est vrai, de les opposer, parce que je pense qu'il y a trois choses clés qui se passent entre les initiatives citoyennes et l'action publique. Les initiatives citoyennes n'étant pas réduites uniquement au débat, elles sont aussi dans l'action. Les citoyens agissent au jour le jour et c'est vraiment très, très intéressant de voir qu'il se passe des choses. Les élus, ils agissent aussi. Mais entre les deux, il y a un dialogue à faire pour à la fois construire de nouvelles connaissances liées à la transition. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent au niveau des connaissances. Toutes les connaissances ne sont plus transmises par le haut. Il y a des choses qui viennent de l'expérience qui sont très, très importantes à analyser. La deuxième chose, c'est vraiment de travailler sur les règles et les évolutions des règles et donc les évolutions des valeurs. Les valeurs portées, et ça, il y a un dialogue entre initiatives et collectivités qui peuvent porter aussi sur ces valeurs. Et enfin, c'est vraiment de travailler sur la délibération, pensée comme un espace qui permet de relier débat, décision et action, vraiment au sens, alors le plus noble, peut-être le plus naïf du terme, mais vraiment de replacer cette question-là au cœur de ce que c'est que le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de faire, c'est le pouvoir de faire délibérer. Et la responsabilité de l'élu, ce n'est pas nécessairement de faire, mais de faire délibérer. Et ça change tout, la posture. Ouais. Merci. Moi, juste pour rebondir sur ce que tu viens en fait, la question que tu poses, c'est comment on arrive, comment un élu, si tu veux, travaille le lâcher-prise de l'adhésion. Il y a comment, en gros, il change de posture et il se dit, après tout, moi, mon rôle, c'est plutôt un organisateur, quelque part démocratique, que le gars qui va porter son programme. Et je pense, notamment dans les nouveaux, là, il y a une nouvelle génération, je pense qu'il y a bien ça en tête. Qui se dit, moi, ils ne sont pas venus forcément avec l'idée d'avoir des mandats, mais vraiment avec cette question-là, qui n'est pas forcément un programme, mais qui est construite sur des façons de faire. Wait and see, je suis plutôt content de voir cette génération émerger. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, je vois avec bonheur que c'est beaucoup porté par les femmes et je pense qu'il y a un lien, quelque part dans le rapport à la domination qui doit être, qui doit quelque part interférer là-dedans. Après, on a beaucoup discuté, en gros, d'un côté les élus, de l'autre côté, en gros, la société civile organisée ou pas, le citoyen, etc. Il ne faudrait pas qu'on renonce quelque part à aller batailler avec les entreprises. Moi, ce qui me semble un peu l'impensé de tout ça, quoi, c'est de dire que le politique, il a toutes les clés
et qu'en gros, c'est dans le dialogue, ou en tout cas dans l'hybridation, ou l'interface, avec le politique, qu'on fera fondamentalement changer les choses. Moi, je pense, quelque part, que le monde économique, il a, en tout cas, si on met la question de la célérité, hein, de l'urgence et tout ça, si on met cette question-là sur la table, je doute, quelque part, qu'on puisse avancer sans, à un moment ou à un autre, les mettre au pied du mur de leurs responsabilités, quoi. Tu disais, Emmanuel, ouais, la banque, etc., etc. D'aller interpeller ces banques. Moi je connais les assos qui travaillent au niveau du financement international, tu vois, pour décarboner les financements. Putain, les mecs, ils ont fait bouger d'une façon colossale. Le jour où le fonds de pension norvégien, qui est le premier fonds de pension américain au monde, hein, les mecs, ils sont assis sur un tas d'or. Paradoxalement, sur un tas d'or qui vient de l'extraction du pétrole. Quand les mecs ils disent, nous, on arrête de financer le fossile, ça fait bouger les choses, hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, et ça, c'est les liens entre ONG et entreprises. Et je pense qu'on a intérêt, quelque part, à garder dans le scope que cette question de coopération, on ne peut pas simplement l'enfermer entre le citoyen, éventuellement entre le citoyen et la collectivité, le citoyen et le politique. Pourquoi on laisse tout ce qui fait, mine de rien, qui nous envoie du CO2 dans l'atmosphère, qui est le monde de l'entreprise. Et je pense que si on a une chance, quelque part, une petite, quelque part, de ralentir la catastrophe, parce que je pense qu'elle va nous bousculer un peu violemment, c'est parce qu'on aura bien réussi ça. C'est qu'on on aura bien réussi à convaincre l'ensemble des partis qu'on n'a aucune chance d'y arriver seul et que la seule chance d'y arriver, c'est d'accepter, quelque part, d'aller travailler avec des différents. Et là, on en revient sur la question de coopération. C'est que moi, quand j'ai un grand groupe international qui dit « Ouais, je vais être le leader de la transition au monde », je dis ben, commence par regarder comment font les autres. Tu n'y arriveras jamais tout seul. Ce que tu racontes, c'est de la bêtise. Et je pense que c'est là, quelque part, un impensé qu'on a dans notre système démocratique, c'est de ne pas considérer, quelque part, l'entreprise comme un acteur démocratique. Parce que, globalement, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais globalement, en ce moment, c'est le rôle qu'il joue. On a parlé des lobbies, on a parlé de tout ça. En gros, ils défendent un peu violemment et avec toutes les clés leurs propres intérêts. Merci beaucoup Christophe, Pierre-Antoine et Manu d'avoir participé. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci aux participants et puis à bientôt pendant les petits temps qui vont se dérouler dans les mois à venir. Enfin, dans les semaines sur 2 mois. À bientôt. Allez, belle soirée. Au revoir. Merci à vous.